La voie du ciel est l'abondance et non la destruction. 2000 ans avant Jésus-Christ, le dernier mammouth s'est éteint. Cette espèce gigantesque, qui a vécu sur Terre pendant 4,6 millions d'années, a disparu alors que l'humanité prenait son essor. Comparé aux 4,6 milliards d'années du long processus évolutif de la Terre, il semble que la civilisation ait montré en un éclair sa puissance conquérante. Des espèces vivantes ont disparu les unes après les autres, et les êtres humains ont progressivement réalisé que chaque forme de vie a un charme extraordinaire et unique, et que chacune d'elles a le droit d'exister et de se reproduire. La Terre est la maison commune de tous les êtres vivants. Au fin fond du parc Nanhaizi de Beijing se trouve un cimetière d'un genre unique. Les visiteurs viennent ici pour rendre hommage non pas à leurs congénères décédés, mais à des partenaires biologiques qui ont vécu sur Terre. Guogen a renoncé à faire des affaires pour se spécialiser dans la vulgarisation scientifique pour la conservation de la nature. Il y a 20 ans, il a proposé de construire un cénotaphe des espèces animales disparues dans le monde afin de sensibiliser les consciences sur l'histoire de la survie et de l'extinction des êtres vivants. L'extinction était à l'origine une loi naturelle. À l'échelle des temps géologiques, une espèce d'oiseau disparaissait tous les 300 ans et une espèce de mammifère tous les 8000 ans. Le taux d'extinction actuel est 1000 fois plus rapide que le taux naturel. La liste rouge mondiale des espèces menacées indique que les humains représentent 0,01% de la biomasse totale de la planète, mais provoquent l'extinction de 83% des mammifères sauvages et de 50% des végétaux. Avec la civilisation industrielle, la Terre connaît sa 6e extinction massive, mais celle-ci est plus rapide que les 5 précédentes. L'humain n'est pas une espèce à part qui se placerait au-dessus de la nature. L'espèce humaine est un domino comme les autres. Les lois de la nature la mettent en garde. Celui qui conquiert et se sert sans limite se condamne à l'effondrement et à l'anéantissement. Distinguished delegates have said that this is an historical moment. En 1992, la Conférence des Nations Unies sur l'environnement et le développement est qualifiée de sommet de la Terre pour que l'humanité se rachète. Le 11 juin, la délégation chinoise et plus de 150 pays signent l'un des documents les plus importants de la conférence, la Convention sur la diversité biologique. Son préambule précise que la conservation de la biodiversité est une préoccupation commune de toute l'humanité. Pour la première fois, l'humanité a ainsi conclu un pacte commun pour respecter et protéger les différentes formes de vie sur Terre. Nous avons la responsabilité de protéger l'environnement dans notre propre pays. Et nous avons la responsabilité d'apporter notre contribution à la protection de l'environnement dans le monde. En 1992, le peuple chinois, qui ne s'épargnait aucun effort pour avancer sur la voie de la modernisation, s'est engagé en faveur de la coexistence harmonieuse entre l'homme et la nature avec les peuples du monde. 2 ans plus tard, le plan d'action chinois pour la conservation de la biodiversité et le règlement de la République populaire de Chine sur les réserves naturelles ont été publiés successivement. 5 ans plus tard, la Chine a lancé une série de grands projets écologiques
telles que la protection des forêts naturelles et la reconversion des terres agricoles en forêts. 7 ans après, le projet national de protection de la faune et de la fleur sauvage et des réserves naturelles a officiellement débuté. Le Yunnan, avec une plage d'altitude allant de 76 à 6700 mètres, est reconnu comme l'un des points chauds de la biodiversité dans le monde. La province abrite plus de la moitié du nombre total des espèces de plantes supérieures et de vertébrés endémiques de Chine. C'est un véritable royaume des animaux et des plantes. Monsieur Hu Zhengyi a mis 10 ans pour le faire. De 1942 à 1952, juste pour identifier et répertorier les espèces végétales en Chine. Ces vieilles cartes, soigneusement rangées, ont été illustrées par le botaniste chinois Hu Zhengyi. Même à l'époque de la guerre, il dessinait et écrivait tranquillement sous une lampe à pétrole dans la salle des spécimens. Sur plus de 30 000 cartes figurent le nom, l'apparence et les caractéristiques de presque toutes les plantes chinoises. Grâce aux cartes de l'académicien Hu Zhengyi, 312 auteurs et 164 dessinateurs de plus de 80 unités de recherche scientifique et d'enseignement ont compilé le chef-d'œuvre botanique Flora of China. Avec plus de 50 millions de caractères, c'est le plus grand et le plus riche ouvrage du monde en la matière. En 2007, sous l'impulsion de l'académicien Hu Zhengyi, la Banque de ressources génétiques d'espèces sauvages du sud-ouest de la Chine a été fondée à Kunming, dans le Yunnan. Avant sa mort, l'académicien a dit aux étudiants « La banque de ressources de matériel génétique doit être ouverte à tout le pays et profiter à toute l'humanité. Que toutes les plantes utiles montrent leur éclat. » Il estimait que nous devions sauver ces ressources génétiques et les conserver pour soutenir notre développement durable, ainsi que celui de nos descendants. Ce sont des graines de saule de Sinan. Elles ont été nettoyées. Cette radiographie montre qu'une seule d'entre elles est endommagée. Ensuite, le taux de graines pleines est de 95%, ce qui répond à nos exigences. On pourra ensuite les mettre en réserve. Cet imposant bâtiment de la taille de 8 terrains de football contient des graines de plus de 36 000 espèces sauvages chinoises et près de 700 d'espèces provenant de 22 pays du monde. En théorie, ces graines peuvent être conservées dans notre chambre froide pendant des milliers d'années. C'est une arche de Noé pour nos plantes. Aujourd'hui, plus le plasma germinatif conservé par l'homme est grand, plus il y a d'espoir en l'avenir. À Beijing, la Banque nationale de plasma germinatif des cultures de Chine conserve sur le long terme 520 000 matériaux génétiques, dont toutes les semences de plantes cultivées et celles de leurs parents proches sauvages découvertes en Chine. Ces ressources génétiques végétales se classent au premier rang mondial. À Hohhot, la banque de plasma germinatif des plantes indigènes de Chine conserve 12 000 matériaux génétiques, 100 000 spécimens de plantes et 1,4 million échantillons de sol. Elle fournit des ressources suffisantes pour la conservation de la biodiversité des prairies, la réhabilitation écologique et le développement des herbages. À Yantai, la Chine a établi la première banque de mutagénèse quasi saturante du blé au monde. Cela signifie qu'elle conserve presque toutes les mutations génétiques possibles du blé. Ainsi, la Chine accumule les connaissances les plus poussées sur l'une des cultures les plus anciennes de l'humanité. Les gènes de chaque espèce se sont formés après des milliers d'années d'évolution dans des conditions écologiques différentes. Les banques de gènes de Chine veillent ensemble sur le rêve de l'humanité,
enrichissent la magie de la nature et perpétuent la beauté de la vie. Quand vous êtes dans la nature, vos yeux regardent partout. Quand ils tombent dessus, c'est enthousiasmant. C'est comme trouver un trésor. Le riz sauvage est une mauvaise herbe. Mais une mauvaise herbe peut changer le destin d'un pays. Poussant librement dans la nature sauvage, mais donnant naissance à des gènes complexes et divers, le riz sauvage a l'extraordinaire capacité d'améliorer la culture du riz. Cependant, avec l'expansion continue des zones agricoles, la présence naturelle de riz sauvage a fortement diminué à partir des années 80. Menacée d'extinction, l'espèce était même surnommée le panda géant des végétaux. Pendant plus de 20 ans, Yang Xingwen a dirigé une équipe de recherche pour localiser et récolter des informations précises sur le riz sauvage à travers tout le pays. Afin de protéger autant que possible le génome du riz sauvage, menacé par les plantations, il est nécessaire de prévoir des zones sûres pour la protection in situ de l'espèce. 这个保护点是受到我们当地政府和村民的大力支持，因为在这个野生到100米范围之内，不允许有水稻的出现。开花时的串粉，这里100多亩田不种水稻，在这边。 Il y a 15 000 ans, la culture du riz est née dans le Hunan, en Chine. Aujourd'hui, les habitants y abandonnent des terres cultivées depuis des milliers d'années, dressent des clôtures et érigent des panneaux d'avertissement juste pour protéger ce riz sauvage. Avec la création d'une base de données et d'informations diffusée dans tout le pays, les experts en riz sauvage nous permettent de nous renseigner sur nos ressources et de mettre celles-ci à disposition. Les 23 sortes de riz sauvage en danger critique d'extinction, réparties dans les 7 provinces, sont également incluses dans le plan de protection des ressources biologiques de Chine. L'objectif est qu'il en reste suffisamment pour la prochaine interaction entre le riz et l'humanité. Le 2 novembre 2020, dans le village de Chengzhou, dans la province du Hunan, une nouvelle a fait sensation dans le monde. Le rendement du riz en double saison a atteint près de 23 tonnes par hectare, établissant à nouveau un record mondial. Cette année, la production de riz en Chine s'élevait à près de 212 millions de tonnes, assurant ainsi la sécurité alimentaire de 1,4 milliard de personnes. Laisser un espace vital suffisant pour des espèces sauvages complexes et diverses, c'est aussi en réserver un pour l'homme lui-même. La rivière Qishui coule depuis des milliers d'années sur le plateau du Yunnan Guizhou. Longue de 500 km, elle se jette dans le fleuve Yangtze. Vivre sur l'eau et de la pêche, telle était l'existence traditionnelle des riverains. Mais à la fin du siècle dernier, la surpêche a plongé les gens d'ici dans une situation difficile. Les riverains ont pratiqué la pêche pour vivre, mais il y avait de moins en moins de poissons. La détresse au bord de la rivière Qishui est la même dans tout le bassin du fleuve Yangtze. Ce dernier est l'un des cours d'eau ayant la biodiversité la plus riche au monde. On y trouve plus de 4300 espèces aquatiques, dont 170 sont endémiques. Le Yangtze, qui coule depuis des millions d'années, est entré dans notre 3e millénaire. L'indice d'intégrité biologique du bassin a presque atteint le pire niveau pour les poissons et l'écosystème est au bord de l'effondrement. L'académicien Chao Wenxuan, âgé de 87 ans, vit au bord du fleuve Yangtze depuis 1955. Il a personnellement vécu le déclin des ressources halieutiques dans le bassin et a été témoin de l'extinction du dauphin de Chine.
Le dauphin de Chine se nourrissait de poissons. Pour lui, moins de poissons signifiait donc moins de nourriture. À cela s'est ajoutée la pêche, en particulier la pêche électrique et les hameçons. Si on n'interdit pas, on n'y arrivera pas. Il est déjà trop tard. Affligé par la crise de la biodiversité dans le fleuve Yangtze, l'académicien Zhao Wenxuan a proposé en 2006 d'imposer une interdiction complète de la pêche dans le bassin du fleuve. Le problème est que cette activité est depuis des générations le gagne-pain des riverains. Le rapport dit que la pêche devrait cesser, mais il y a beaucoup de difficultés spécifiques. À elles seules, les autorités du secteur ne peuvent rien faire. Après tout, il y a une centaine de milliers de pêcheurs. En 2012, l'établissement de la civilisation écologique a été intégré dans le schéma stratégique global du pays. Et la formule poétique « Belle Chine » est apparue pour la première fois devant le public. Oui à la protection de l'environnement, non à son exploitation à grande échelle. Le 1er janvier 2017, un avis concernant l'interdiction complète de la pêche dans le bassin de la rivière Qixhui a enclenché l'arrêt de cette activité sur le fleuve Yangtze. Depuis qu'il nous est interdit de pêcher, ils nous versent de bonnes compensations. Quand on a du temps libre, on vient ici pour des activités écologiques. C'est la 3e année où la pêche est interdite dans la rivière Qixhui. L'académicien Zhao Wenxuan envoie régulièrement de jeunes chercheurs pour suivre sur place l'évolution des populations de poissons. Ils sont accompagnés d'anciens pêcheurs qui se sont reconvertis. On a 收了3个大的定制刺网，见到了比较多的长吻尾，就是俗称的江团，并且这么大的在往年是比较少见的。 Les pêcheurs amateurs ne peuvent maintenant utiliser qu'une seule canne, qu'un seul fil et qu'un seul hameçon. Des projets locaux à la protection de l'ensemble du bassin hydrographique, les mesures ont été renforcées. Le 1er janvier 2021, une décision historique en matière de conservation de la biodiversité en Chine entre alors officiellement en vigueur. Une interdiction de pêche de 10 ans est décrétée sur le fleuve Yangtze, berceau de la civilisation chinoise. Au cours de la première année de cette interdiction, plus de 110 000 bateaux de pêche restent à quai et près de 280 000 pêcheurs ne peuvent exercer leur activité. Les compensations financières de l'État dépassent les 20 milliards de yuan. L'interdiction de pêche de 10 ans ne signifie pas seulement protéger quelques poissons, mais vraiment protéger l'écosystème. J'ai 87 ans et je ne verrai peut-être pas le résultat dans 10 ans. 10 ans, c'est un instant à l'échelle géologique. Mais 10 ans, c'est assez pour que 3 générations de poissons sauvages se reproduisent. En une décennie, les bancs de poissons reconstitués nourriront l'ensemble de l'écosystème du bassin et le fleuve Yangtze aura un avenir plus prometteur. L'histoire de l'interdiction de la pêche dans le bassin du Yangtze est emblématique du processus de protection de la biodiversité en Chine. Chaque fois qu'un projet du genre est mis en œuvre, un choix doit être fait entre le présent et l'avenir. Comment les humains devraient-ils traiter les autres espèces vivantes? Ce n'est pas une question à choix multiples. Respecter et protéger toutes les espèces vivantes, c'est la seule réponse donnée par la nature. Contrairement au transport sous anesthésie, l'animal est éveillé dans le véhicule.
Il faut donc assurer la sécurité tout au long de la route. Ce corridor doit être bien fait, sans brèche ni impasse. Le passage clôturé construit par Zhang Zhebin et ses collègues doit permettre aux 11 pensionnaires du parc des serres du Père David de Beijing de monter eux-mêmes dans un véhicule. Ces individus munis de dispositifs de positionnement seront déplacés dans le sud pour la réintroduction de l'espèce dans un environnement sauvage. Le cerf du Père David est une espèce rare, unique et originaire de Chine. Sa dernière population s'est éteinte dans le pays il y a plus d'un siècle, en raison notamment des guerres d'alors. En 1985, le Royaume-Uni a envoyé 20 spécimens en Chine. Beijing, le Jiangsu et le Hubei ont successivement créé des réserves pour des pâturages sauvages. La population des cerfs du Père David n'a cessé d'augmenter. Elle dépasse actuellement les 8000 individus. Répand un peu de nourriture. Il faut qu'il voie les carottes. 1, 2, allez! 1, 2. On a besoin de 2 personnes ici. On se met derrière un panneau et on avance avec. Comme ils ne nous voient pas, il n'y a généralement pas de bousculade. Avancez et dirigez-les jusque dans le camion. Lui aussi à bord du camion, Zhang Zhebin se rend cette fois-ci au lac Dongting dans le Hunan. Là-bas, 200 cerfs vivent à l'état sauvage. Ces 11 nouveaux arrivants iront grossir leur rang. Et ils ont bu plus de la moitié de l'eau. On voit 2 ou 3 tas de crottes. Elles sont agglutinées, très fraîches et saines. Toutes les carottes du compartiment ont été mangées. Premièrement, c'est nutritif. Deuxièmement, c'est parce que la carotte contient beaucoup d'eau. Par ailleurs, la carotte est l'un de leurs aliments préférés. Après 32 heures de trajet, les cerfs arrivent sans encombre au bord du lac Dongting. Le centre local de sauvetage des cerfs du Père David a installé une clôture temporaire pour accueillir ces nouveaux pensionnaires venus de loin. Afin d'optimiser le patrimoine génétique des cerfs du Père David sauvages du lac Dongting, le centre a introduit des spécimens du Hubei et du Jiangsu au cours de ces dernières années. On peut dire que le lac Dongting réunit les 3 principales populations de cerfs du Père David en Chine. De cette façon, le brassage génétique entre les individus permet à la population de cerfs du lac Dongting de se développer et de se multiplier. Ils sont sûrement très heureux de quitter leur ancien habitat pour se retrouver dans un si bel endroit, une magnifique zone humide. Ils courent certainement de joie. La nature a donné la loi de la transmission de la vie via la reproduction. Plus le nombre d'individus d'une espèce est élevé, plus grande est la possibilité de variation génétique et plus riche sera le patrimoine génétique. Les cerfs du Père David, autrefois au bord de l'extinction, ont retrouvé dignité et confiance sur la terre qui a donné naissance à leurs ancêtres. Au cours des 30 dernières années, la Chine a entrepris une série d'actions pour protéger les espèces menacées et les très petites populations de plantes sauvages.
elle a établi 250 bases de sauvetage et de reproduction d'animaux sauvages et promu la croissance de plus de 300 espèces rares, notamment des animaux et des plantes sauvages en voie de disparition. En Chine, les grues à couronne rouge sont le symbole de la longévité. Pour que ces petites grues résistent à l'épreuve semestrielle des grandes migrations, lorsqu'elles seront grandes, elles doivent subir un entraînement chaque jour. Jusqu'à présent, plus de 300 grues à couronne rouge ont été relâchées dans la réserve naturelle de Jialang. Le cheval de Przewalski est la seule espèce de chevaux sauvages au monde. Importés de l'étranger, les équidés retrouvent leur région d'origine. Ici, dans la plus grande base de chevaux sauvages du monde, ils se reproduisent. 240 chevaux de Przewalski sont ainsi retournés à leur état sauvage. L'ibis huppé, l'un des plus vieux oiseaux de la planète, était autrefois menacé d'extinction. Les chercheurs ont misé sur l'incubation artificielle et la réintroduction dans la nature. À l'heure actuelle, plus de 7000 ibis huppés vivent à l'état sauvage en Chine. Ils se sont installés non seulement dans le Shanxi, le Zhejiang et le Henan, mais ont aussi traversé les mers pour élire domicile au Japon et en Corée du Sud. Le panda géant, vivant sur Terre depuis 8 millions d'années, est l'espèce phare de la protection de la biodiversité mondiale. Autrefois en voie de disparition, il est considéré comme un trésor national. Au cours des dernières décennies, la Chine a créé 67 réserves naturelles pour les pandas géants. Et elle en a remis dans la nature après des entraînements ciblés, visant ainsi à augmenter leur nombre à l'état sauvage. La population de pandas géants vivant à l'état sauvage a dépassé les 1800 individus et le niveau de menace est passé de en danger à vulnérable. Le déclassement du niveau de la menace sur les pandas géants confirme l'amélioration de l'environnement pour les espèces sauvages en Chine. Leur retour à la nature est la meilleure assurance de leur conservation à long terme. Une à une, les espèces sauvages menacées voient leur population augmenter. Certaines qui étaient au bord de l'extinction se multiplient maintenant. C'est la version chinoise de la conservation de la biodiversité. Au pied du mont Guanyin, à Shenzhen, devant un magnifique bâtiment d'une superficie de 116 000 mètres carrés, qui ressemble à des champs en terrasse, d'immenses sculptures de mammouths rappellent les drames passés. Cette banque de gènes nationale, construite en 2016 et située dans la zone la plus économiquement et technologiquement active de Chine, est la plus complète au monde. Du point de vue de la conservation de la biodiversité, si les gènes peuvent être préservés, cela signifie que nous préservons la biodiversité et la vie. La banque d'organismes vivants, construite ici, permet de stocker les ressources vivantes de centaines de milliers de plantes, de plus d'1 million d'animaux et de près d'une dizaine de millions de micro-organismes. Cette banque de gènes permet également de stocker les données génétiques connues et disponibles sous forme numérique. Ces données représentent plus de 65 pétaoctets, ce qui équivaut à 128 millions de films. Toute préservation consiste à protéger la biodiversité dont la nature est dotée.